Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette réunion de rentrée qui est sous une forme un peu inhabituelle puisque effectivement nous avions espéré pouvoir la tenir à la fois en présentiel et en distanciel, mais au final nous sommes tous à distance. Donc il n'est pas trop tard également pour vous souhaiter une très bonne année 2021 et sans plus attendre, nous allons traiter le sujet des marques de distributeurs avec trois éminents spécialistes. En la personne de maître François-Luc Simon, que je remercie évidemment d'avoir bien voulu participer à cette commission. Donc, fondateur du cabinet Simon, que vous connaissez sans doute. Également le professeur Cyril Grimaldi. Merci beaucoup, professeur. Vous êtes agrégé des universités. Professeur à Paris 3, ou je me trompe? C'est bien ça? 13. 13, pardon. Il manquait le 1. Voilà. Paris 13. Et également, nous avons Jacques Davy, directeur des affaires juridiques et fiscales de la FCD, également membre de la CEPC, qui va venir nous parler effectivement des nouvelles lignes directrices concernant les MDD. Voilà, donc pour ne pas perdre de temps sur le format, puisque nous avons prévu 1h30, de manière à vous laisser le temps de déjeuner quand même à la suite, on va essayer de tenir un maximum 1 heure pour qu'il y ait ensuite un débat. Voilà, maintenant je vous passe le relais, François-Luc, si vous voulez ouvrir cette séance de commission de rentrée. Merci beaucoup Isabelle, et merci au Cercle Montesquieu d'avoir bien voulu nous proposer de vous présenter ce matin, tous les trois, puisque nous sommes trois, de vous proposer nos réflexions sur les marques de distributeurs. Je voudrais commencer par dire très simplement, et avant de rentrer dans le contexte, que ça n'est pas forcément le sujet le plus palpitant qui nous ait été donné de présenter. C'est vrai qu'il y a des sujets qui sont plus spectaculaires, il y a des sujets qui sont plus techniques, mais c'est néanmoins un sujet éminemment important qui prend une place grandissante dans notre société et qui prend mécaniquement une place importante dans le droit de la distribution et même, je dirais, dans le droit des contrats. Donc, il y a un enjeu, il y a un véritable enjeu. Et c'est aussi, en plus d'être un enjeu, un sujet d'actualité, ainsi que vous le verrez tout au long de la présentation qui va commencer. Donc, voilà deux bonnes raisons de nous réunir aujourd'hui. L'importance grandissante du sujet et son actualité. Vous allez voir, sur plusieurs aspects, il y a une véritable actualité. Alors, pour ce qui concerne le contexte des MDD, je ne peux pas ne pas rappeler, d'un point de vue presque sociologique, que les MDD ont surtout vu le jour il y a environ une trentaine d'années, mais que d'après les sondages qui ont été faits, l'ampleur des MDD a doublé, ce qui n'est pas rien, depuis environ 30 ans. Alors, les chiffres qu'on a, il y a plusieurs sources de chiffres, on vous en a donné quelques-uns, il y en a d'autres, mais qui sont sur des ordres de grandeur tout à fait comparables. Ça représente 30% des parts de marché unitaires en nombre de références, 25% en valeur, ce qui est considérable, avec une baisse, pour essayer d'être un peu plus précis, observée entre 2010 et 2017, mais quand même une part de marché qui est importante et qui, sur le long terme, a vocation à augmenter d'année en année. On ne manquera pas de dire que la moyenne observée en France reste inférieure à celle globalement des pays de l'Union européenne, mais enfin, le pourcentage est déjà extrêmement significatif, c'est quand même ce qu'il faut retenir. Il a vocation à augmenter, c'est également ce qu'il faut retenir, et il y a en quelque sorte une marge de manœuvre si on veut bien se comparer avec les pays de l'Union. Cette importance des MDD, elle s'explique en partie par le fait que plusieurs acteurs, c'est le point 2 du slide que vous avez sous les yeux, plusieurs acteurs participent à la fabrication des MDD. Alors on trouve en premier lieu, bien sûr,
les fabricants de marques nationales qui, en plus de fabriquer leur propre marque nationale, fabriquent également en parallèle des produits MDD, ce qui se conçoit dans la mesure où ces fabricants disposent déjà, d'ores et déjà, de la chaîne de fabrication et donc, par conséquent, l'investissement pour réaliser des MDD n'a plus à être fait puisqu'il est déjà réalisé en quelque sorte par le simple fait que ces gens-là sont des spécialistes de la fabrication de marques nationales en ce qui les concerne, mais on comprend que ce sont des acteurs qui ont vocation à rester en réalité dans le paysage. À côté d'eux, on trouve évidemment des fabricants spécialisés dans des gammes plus spécifiques et qui, à l'inverse des premiers, vont presque exclusivement, eux, se consacrer à la fabrication des MDD. Ils ne font que des MDD. On en connaît un certain nombre dans le vêtement, mais finalement dans tous les secteurs d'activité, qui n'ont aucune marque, en fait, propre à proposer. Ils travaillent, ils roulent en quelque sorte pour les distributeurs. Et puis, on a les troisièmes acteurs qui sont les grands distributeurs qui ont aussi, c'est important de le savoir, leur propre site de fabrication et qui maîtrisent en quelque sorte la chaîne dans son aspect vertical. Voilà pourquoi les MDD, avec ces trois acteurs, vont progressivement, depuis 30 ans, prendre une part accrue, vont continuer à avoir une part accrue dans le paysage que nous connaissons, et vont irradier finalement tous les secteurs, c'est le troisième point, de la vie économique. On cite souvent les produits alimentaires, mais en réalité, ce sont tous les produits qui sont concernés. Nous avons cité les produits sportifs, l'électroménager. Enfin, il n'y a pas un secteur ou peu de secteurs qui échappent à ce mouvement d'ampleur générale. Pour finir, il faut bien comprendre que les MDD constituent pour certaines enseignes une offre complémentaire, alternative, en général pour positionner sur des prix différents, plus rarement pour élargir la gamme ou lui donner davantage de profondeur. Enfin, en général, et je parle sous le contrôle de M. Lévy notamment, en général, c'est sur une différenciation des prix qu'on va pouvoir justifier le caractère complémentaire, le caractère alternatif de ces MDD. Et puis pour d'autres enseignes, eh bien, la MDD est un élément de différenciation. Et donc, par le fait de fidélisation des consommateurs qui vont prendre cette habitude d'aller rechercher la MDD qui est donc propre, vous l'avez compris, à une enseigne donnée. Voilà le contexte général qui nous permet en quelque sorte de planter le décor dans cette premier aperçu des MDD. Alors, comme toujours, les juristes ont besoin d'une définition. Nous allons donc partir d'une définition. Il y a plusieurs définitions, mais enfin, il y a surtout une définition légale. C'est cette définition légale qu'il faut avoir en tête et qu'il ne faut jamais, je pense, perdre de vue dans la suite de nos échanges. Il faudra expressément ou implicitement se référer à cette définition qu'on trouve actuellement à l'article 412-47 du Code de la consommation, mais qui figurait auparavant dans un article L112-6 du Code de la consommation. Je le dis parce que quand vous irez voir les décisions relatives au MDD, la plupart de ces décisions se réfèrent à l'ancien texte, l'article L112-6 du Code de la consommation, mais qui était déjà rédigé, enfin, le nouveau texte est rédigé en termes identiques, à la virgule près, identiques à celui de l'article 112-6. Je le précise donc pour essayer d'être complet. Alors, il faut lire cette définition, c'est la seule partie que je lirai, je vous rassure, est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le titulaire de la marque sous laquelle il est vendu. Voilà donc la définition de référence. Une autre définition assez comparable se trouve dans un avis qui avait été rendu par la CEPC en octobre 2018 et qui, dans
l'un de ces développements que nous avons reproduit à l'identique dans le slide que vous avez sous les yeux, rappelait que la notion même de MDD pouvait se concevoir en réalité de deux façons. Il peut s'agir d'un produit dont les caractéristiques, selon l'avis de la CEPC, sont définies par l'acheteur qui en assure la commercialisation sous sa responsabilité, mais qui sont peu différentes en réalité de celles des produits vendus sous la marque du fournisseur. Le cahier des charges existe, mais il est alors très peu contraignant. Et puis, une deuxième acception, le produit peut répondre à une demande véritablement sur mesure, émanant de l'acheteur, qu'on appelle encore le donneur d'ordre, qui correspond à un cahier des charges en tant que tel, beaucoup plus contraignant. Il est alors spécifique à lui, donneur d'ordre. Alors, il peut s'agir d'un produit isolé, d'un produit qui appartienne à une autre gamme de produits lorsque l'acheteur a développé lui-même un environnement de produits sous sa marque, c'est relativement fréquent. Et dans ce cas, le produit considéré va résulter d'une analyse de marché et d'une démarche marketing précise. Il pose donc un cahier des charges plutôt technique, plutôt complet, qui va même jusqu'à inclure le dimensionnement, le packaging, le design, etc., etc., selon évidemment le produit considéré. Alors, il y a d'autres définitions qui existent, je le dis pour mémoire, on ne les a pas toutes mises dans les slides, on a voulu aller, je dirais, à l'essentiel. Il y a une définition aussi qu'on trouve sur le site de l'INSEE, qui est plus une définition économico-sociologique, mais qui est totalement inspirée de celle que nous venons de rappeler. Alors ensuite, revenons à cette définition et plus exactement aux trois éléments constitutifs. Donc, premier élément constitutif, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a trois éléments constitutifs qui vont véritablement, d'après cette définition, caractériser le produit MDD et donc le différencier d'un produit qui n'est pas un produit MDD. Par exemple, un produit, alors dans la sémantique qu'on utilise habituellement, c'est le produit à marque nationale ou produit de marque nationale ou le MDF, le produit de marque fournisseur. Mais tout ce qui n'est pas la summa division en quelque sorte, c'est un produit MDD est celui qui réunit les trois éléments constitutifs que nous allons voir, et le produit qui ne respecterait pas l'un quelconque de ces trois éléments constitutifs ne pourrait être alors un MDD, enfin une MDD. Donc, premier élément constitutif, il ressort du texte, hein, donc il n'a rien d'extraordinaire, il ne peut d'ailleurs que ressortir du texte. Le produit est vendu par une entreprise ou un groupe d'entreprises qui en a défini les caractéristiques. C'est la base. Avec les deux variantes mises en exergue tout à l'heure, enfin dans le slide précédent, par l'avis de 2018 de la CEPC, avec un cahier des charges qui sera plus ou moins contraignant. Mais dans tous les cas, il y a des contraintes qui émanent du fabricant. Leur intensité varie d'un produit à l'autre ou d'une intention à l'autre, d'une situation à l'autre, mais dans tous les cas, la jurisprudence considère que le MDD doit nécessairement faire l'objet des caractéristiques qui sont définies par le donneur d'ordre. Nous avons cité 4 décisions rendues assez récemment sur le sujet et surtout des décisions qui sont bien motivées. C'est plutôt le critère que nous avons retenu. Donc, il y a des décisions plus ou moins récentes de la Cour d'appel de Paris et bien naturellement de la Cour de cassation. Le deuxième élément constitutif, pour s'en tenir à la définition, c'est que le produit est vendu par une entreprise ou un groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail. Vous trouverez une décision de 2020, une décision de 2010. L'élément constitutif ne pose pas, en règle générale, de difficulté puisque c'est un élément qui est plutôt à l'abri des contentieux. Le troisième et dernier élément constitutif, le produit est vendu par une entreprise ou un groupe d'entreprises qui est le titulaire de la marque sous laquelle il est vendu. C'est la dernière condition citée par l'article 412-47 du Code de la consommation et qui est reprise évidemment par la jurisprudence qui a donné lieu notamment à un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles
en 2012. Voilà ce qu'on peut dire sur les 3 éléments caractéristiques propres au MDD. Alors, une dernière remarque nous conduit à distinguer, comme souvent, le contrat de vente du contrat d'entreprise. Un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en 1995 a bien fait la distinction entre les deux, à l'instar des solutions que nous connaissons déjà d'ailleurs dans le droit commun des contrats. Cet arrêt n'a pas innové tout particulièrement. Il s'applique tout simplement au MDD, mais en consacrant une solution identique à celle que vous connaissiez déjà. Et évidemment, le critère distinctif entre le contrat d'entreprise et le contrat de vente se trouve dans le travail spécifique qui va caractériser ici les MDD, qui participent donc, vous l'avez compris, du contrat d'entreprise et non du contrat de vente. Voilà ce qu'on peut dire pour planter le décor sur la notion même de MDD. Cette notion a l'intérêt de se voir rattacher un régime juridique que le professeur Grimaldi va nous présenter immédiatement. Merci. Alors, je vais partager mon écran pour prendre la main. Ah, il faut que j'ouvre. Bon, ça va être compliqué. Si, Cyril, je pense que... Mais je ne sais pas, là, il me demande d'ouvrir les préférences système, etc. Je ne vais pas... c'est curieux. Bon. Et, François-Luc, vous pouvez peut-être continuer à partager. Oui, alors je remets, bien sûr, je remets mon écran et je tournerai les slides. Merci. Voilà, alors je me remets, j'en étais là, on peut attaquer là-dessus. Brièvement, parce que le temps file et je ne voudrais pas abuser de votre temps. Le cas échéant, on pourra approfondir certains points et de toute façon, ces slides vous seront transmis. Donc déjà, bonjour à vous tous et puis, comme les autres, très bonne année, si je puis dire. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé sur les MDD aujourd'hui. Traditionnellement, les règles qui étaient relatives au MDD, les décisions qui étaient relatives au MDD étaient des décisions qui étaient, comment dire, sollicitées par les fournisseurs. Dit autrement, qualifier tel produit de MDD ou pas, c'était absolument crucial pour le fournisseur qui pouvait avoir un intérêt à solliciter cette qualification, parce que la plupart des règles spécifiques au MDD sont favorables aux fournisseurs. Néanmoins, les choses sont peut-être en train de changer, car dès lors qu'on voudrait sortir, et je ne porte pas de jugement, hein, c'est un constat, dès lors qu'on voudrait sortir les MDD des conventions uniques, là, on voit que les distributeurs, à leur tour, pourraient avoir intérêt à soutenir que tel produit est un MDD. Et donc, finalement, cette qualification de MDD, naguère encore convoitée par les seuls fournisseurs, pourrait demain l'être par les distributeurs. Et c'est un constat qui me semble important de faire pour comprendre la suite. Alors, pourquoi par le passé, c'était les fournisseurs qui avaient intérêt à qualifier tel produit de MDD? Parce que les règles leur étaient favorables. Pourquoi? Pour différentes raisons. Ils ont pu engager des investissements spécifiques, ils ont renoncé à développer leur marque, à avoir un droit de regard sur la commercialisation, et puis souvent, ils faisaient une part importante de leur chiffre d'affaires avec le distributeur. On peut tourner le slide. Alors, quelles sont les règles propres au MDD? Alors, il y en a une qui relève de l'histoire du droit, mais dont je voudrais dire quelques mots. Vous savez tous qu'en cas de rupture brutale d'une relation commerciale établie, dès lors qu'on était en présence de MDD, il y avait, d'après la loi, un doublement du délai de préavis applicable. Alors, lors de la réforme de 2019, l'administration, enfin, le rapport au président de la République, a justifié cette suppression du doublement du délai de préavis par un certain nombre d'arguments, 3. Aucun ne me paraît convaincant. Aucun. En revanche, il y a un argument qui me paraissait très convaincant pour écarter ce doublement du délai de préavis. C'est que ce doublement du délai de préavis, il était grosso modo justifié par la dépendance du fournisseur de MDD. Mais cela n'était plus tenable. Depuis que la Cour d'appel de Paris, à partir de 2017 à peu près, a considéré qu'il fallait tenir compte de la dépendance du fournisseur dans le calcul du délai de préavis de droit commun. Et donc, si on maintenait ce double délai, finalement, on tenait compte de la dépendance à un double moment.
au moment du calcul du délai de préavis de base et au moment du doublement. Donc, depuis que la Cour d'appel de Paris avait accepté de tenir compte des particularités des fournisseurs de MDD à travers la notion de dépendance dans le calcul du délai de préavis de droit commun, il devenait intenable de le doubler. Donc, suppression parfaitement justifiée compte tenu de la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris. Alors, deuxième intérêt, celui-ci qui n'est plus de l'histoire du droit, c'est la conclusion d'une convention unique. Alors, je ne vais pas trop insister, parce que je crois que M. Davy va en parler à travers la recommandation. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est une pure question de droit civil. Si un contrat de fourniture de MDD est une vente, alors il faut conclure a priori une convention unique. Si c'est un contrat de prestation de service, alors il n'y a pas à en conclure une. Et d'ailleurs, l'avis de la CEPC 1509 est très clair et emploie le conditionnel. Si le contrat de fabrication est un contrat d'entreprise, alors il n'est pas soumis à l'article 441.7. Mais je n'insiste pas parce que M. Davy, je crois, va longuement parler de cela. Autre intérêt, c'est l'absence de coopération commerciale. Alors là aussi, j'en ai discuté, on a discuté avec M. Davy, et là, on n'est pas d'accord. Alors, M. Davy, enfin, je ne peux pas parler pour lui, mais la CEPC a semblé considérer, et d'ailleurs la Cour de cassation également, qu'il n'y avait pas de coopération commerciale concevable entre un fournisseur de MDD et un distributeur dans la mesure où le distributeur ne mettait pas en avant la marque du fournisseur par hypothèse. Alors, néanmoins, moi, ce n'est pas mon avis. Je pense que de la coopération commerciale est tout à fait concevable. La coopération commerciale, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui catalyse les ventes aux consommateurs et donc, par voie de conséquence, les commandes aux fournisseurs. Et il me semble qu'en mettant en avant des produits, fussent-ils sous la marque du distributeur, eh bien, on les vend mieux et donc on commande plus. Donc, à mon sens, la coopération commerciale se conçoit. Certes, ça ne sera pas une mise en avant de la marque du fournisseur, encore qu'on a vu qu'à certaines conditions, le fournisseur pouvait exiger de voir sa marque apposée, mais considérons que la mise en avant de la marque du fournisseur n'est pas faite, certes, mais néanmoins, il y a des techniques pour mieux les vendre et donc pour davantage commander auprès du fournisseur. Donc, je pense qu'on est peut-être allé un peu vite sur l'absence de coopération commerciale possible. Autre intérêt, pardon François-Luc, hein, je suis désolé de vous demander ça. Oui, alors je vais passer très rapidement. C'est qu'il est évident dans les relations au sein d'un réseau de distribution, donc prenons l'exemple simple de la franchise, il est évident que lorsqu'un franchisé doit s'approvisionner en marque distributeur du réseau, ce ne peut être qu'un approvisionnement exclusif dans la mesure où seul le réseau commercialise ses produits sous cette marque. Alors, on pourrait se dire, ah oui, mais ça c'est embêtant parce que qui dit approvisionnement exclusif dit a priori 5 ans avec le règlement d'exemption 330-2010. Néanmoins, je ne suis pas du tout convaincu par cette limite. Pourquoi? Parce qu'on est en présence de produits spécifiques au réseau. On est en présence de produits spécifiques au réseau, c'est-à-dire de produits indispensables à la notoriété et à la réputation du réseau. Et dans ces circonstances-là, on sait que la limite de 5 ans ne s'applique pas, puisque la restriction de concurrence n'est pas envisagée à l'aune du règlement d'exemption, mais en tant que restriction accessoire, puisque indispensable au réseau. Et donc, pour les produits sous marque distributeur, à mon avis, la limite de 5 ans n'a absolument pas à jouer. Autre intérêt toujours, vous savez que depuis un certain temps, et le dispositif a été revu récemment, qu'il existe dans certains contrats une obligation de renégociation, et l'article 441.8 distingue bien les contrats de vente de produits agricoles et alimentaires, etc., des contrats portant sur la conception et la production selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur de ces produits. Donc, ces contrats-là, ces contrats MDD, doivent comporter une clause de renégociation et il est intéressant, c'est un argument qui va dans le sens de la nouvelle recommandation de la CEPC, il est intéressant de voir que l'on distingue la vente d'une part de ces contrats qui portent sur la conception et la production, dont on devine donc qu'ils sont dans l'esprit du législateur des contrats d'entreprise. Ce qui va
encore une fois dans le sens de l'exclusion de la convention unique. Bien, pour ces produits encore, je ne vais pas insister parce que là, c'est absolument épuisant et d'un intérêt, somme toute, très limité, mais c'est que, en vertu des articles L441.7 et L443-4, il faut indiquer le prix d'achat des produits agricoles qui entrent dans la composition des produits alimentaires MDD, ainsi que les fameux indicateurs EGalim. Ce sont ces deux textes, je n'insiste pas. On pourra en discuter peut-être tout à l'heure s'il y a des questions. Autre question qui s'est posée, c'est le secret des affaires. Et notamment, la question s'est posée de savoir si le distributeur pouvait exiger du fournisseur un certain nombre d'informations pouvant être considérées comme sensibles, telles celles des coûts de revient. Et alors là, la CEPC, mais je précise toujours, je sais qu'il y a plusieurs membres de la CEPC et je ne pense pas qu'ils diront le contraire de ce que je vais dire. La CEPC émet des avis. Voilà. Elle ne tranche pas des litiges, elle ne rend pas de décision, elle émet des avis. Donc, ça n'est, mais sans jugement, hein, ça n'est qu'un avis. Mais la CEPC a considéré dans cet avis que cette demande ne pouvait pas être considérée comme une obtention illicite d'un secret des affaires, mais qu'elle pouvait constituer, à certaines conditions, peut-être une pratique constituant un déséquilibre significatif. Mais là, il est impossible d'apporter une réponse générale. La CEPC a eu raison. Tout cela doit être apprécié in concreto. Alors peut-être juste une toute petite intervention de ma part sur ce sujet, puisque j'ai eu à en connaître. Cet avis en question portait sur des parois de douche. Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, voilà. Donc, faut remettre les choses dans leur contexte. Il s'agissait d'un avis de la CEPC qui portait sur un produit MDD, mais c'était des parois de douche. Donc, oui, donc très particulier. La CEPC en a profité pour rendre un avis plus général que le sujet précis sur lequel elle était interrogée, mais je voulais juste le replacer dans son contexte. Voilà. D'accord, merci. On peut passer peut-être… alors, bon, sur la recommandation, je ne vais rien dire, puisque ça, j'empiéterai sur les plates-bandes de M. Davy, donc on peut passer. Je vous en prie, là, je n'ai pas de plate-bande. C'est un terrain libre. C'est un terrain libre, non, bien sûr. Mais bon, on pourra en discuter tout à l'heure, mais comme c'était un peu votre partie, je rebondirai peut-être le cas échéant tout à l'heure. Et sur le dernier point, je vais laisser François-Luc Simon parler. Il s'agit des deux premières décisions rendues par l'autorité de la concurrence sur les rapprochements de centrales. Oui, merci Cyril. Effectivement, à la suite d'une invitation de la DLC, le législateur, comme vous le savez certainement, avait prévu donc un dispositif qui a donné lieu à l'article 462-10 du Code de commerce, d'abord avec la loi Macron de 2015 et ensuite avec la loi Egalim du 30 octobre 2018. Je passe sur ce slide, c'est le contexte. Il se trouve que deux décisions très récentes ont été, deux avis ont été rendus, deux décisions, faut pas confondre, ont été rendus très récemment par l'autorité de la concurrence, d'abord le 22 octobre 2020, puis dans son sillage et dans des conditions tout à fait similaires, le 17 décembre 2020, qui sont à ma connaissance et qui sont tout court les deux décisions rendues par l'autorité de la concurrence sur des accords à l'achat consacrés par un rapprochement entre des grandes enseignes dans le secteur de la grande distribution. Donc la décision du 22 octobre 2020 concerne Auchan, Casino, Métro et Chiver, et puis celle du mois de décembre, Carrefour et Tesco. Ce qu'il faut retenir de ces décisions, c'est la définition de marché pertinent. C'est-à-dire que l'autorité de la concurrence a, dans des termes identiques dans ces deux décisions, considéré qu'il existait un marché amont de l'approvisionnement en produits MDD. Le paragraphe pertinent est reproduit dans le slide 21, que je vais lire et commenter très vite. S'agissant de la sous-segmentation entre MDF, donc les marques
de fournisseurs et les MDD, les particularités de certaines catégories de produits peuvent justifier une délimitation de marché spécifique aux produits MDD. En effet, les conditions de commercialisation des produits MDD sont différentes de celles des produits MDF. Contrat plus court, processus d'appel d'offres. C'est vrai que les conditions d'accès aux produits ne sont pas les mêmes. Et cet élément est rentré en ligne de compte pour, évidemment, la détermination du marché pertinent. À ce titre, je poursuis, si pour les produits MDF, le fabricant conçoit, élabore et produit lui-même le produit, la MDD répond à une commande du distributeur, les fournisseurs étant sélectionnés à l'issue d'appels d'offres prévoyant des spécifications très précises sur les produits, composition, caractéristiques, conditionnement, etc., etc. Mais surtout, et c'est là-dessus que je veux peut-être insister, parce que le mot « surtout » apparaît dans chacune des deux décisions de l'autorité de la concurrence, une telle délimitation apparaît d'autant plus justifiée que les distributeurs eux-mêmes ont conclu des accords de coopération spécifiquement pour ces produits. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que les accords considérés et examinés par ces deux décisions avaient précisément pour objet, et pour seul objet, des accords de coopération ne portant que sur des MDD. Et donc, cette circonstance a été soulignée par chacune des décisions, surtout, puisque dans sa motivation, la DLC souligne ces deux points. Et c'est même à se demander si la notion même de marché pertinent pourrait être retenue dans le cas où aucun accord spécifique n'a été contracté. C'est la question qui peut se poser et c'est finalement le sentiment qui peut se dégager de la lecture de ces deux décisions. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que sur ce marché amont, on aura, et ce qui me paraît relativement normal, un marché pertinent délimité par les MDD. Sur le marché aval, je pense que le principe est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les MDD et les MDF se confondent sur le marché aval. Mais bon, la discussion peut être naturellement ouverte en fonction des caractéristiques propres des MDD. C'est-à-dire que plus ces caractéristiques seront distinctes du produit, je dirais, normal, plus on peut aller évidemment vers une sous-segmentation des MDD sur le marché aval. Mais à mon avis, cela concerne des hypothèses tout à fait résiduelles. Voilà ce que je peux dire sur cet aspect. Monsieur Davy, je crois que c'est à vous d'intervenir. Bien, alors merci beaucoup pour tous ces éléments. C'est vrai que en tant que co-rédacteur et co-participant à la commission d'examen des pratiques commerciales et donc comment dirais-je, à la publication de cette recommandation, j'aurais eu plaisir à vous lire avant de faire ce travail qu'après, j'aurais gagné beaucoup de temps et aussi peut-être plus de précision dans nos réflexions au sein de la CEPC. Peut-être, alors je ne vais pas vous infliger, parce que là on a l'impression qu'on passe de l'entrée au plat de résistance, je ne vais pas vous infliger une lecture soporifique et chronologique de cette recommandation qui fait quand même à peu près 20 pages. Peut-être quelques points d'attention et puis aussi peut-être la participation, comme d'habitude, des membres de la commission industrie-commerce par des questions, des interrogations ou des positions sur ce sujet. Hein. On peut tous effectivement avoir rencontré des problématiques avec des marques de distributeurs, soit parce qu'on en est le fabricant, soit parce qu'on en est le distributeur, soit parce que on a pu y avoir aussi y faire référence pour des raisons de droit des marques, de circuit de distribution, etc. Peut-être juste quelques points comment dirais-je, d'introduction. La CEPC, alors déjà la CEPC a fait deux choses, elle rend des avis et des recommandations. Les avis sont on va dire l'expression d'une réponse à la saisine par un professionnel de la CEPC sur un cas particulier, qui se fait de manière assez anonyme, hein, puisque même les co-rapporteurs que l'on est ne sont pas censés savoir forcément qui est le saisissant. Je parle aussi sous le contrôle d'Isabelle, qui est comme moi membre de la CEPC.
Et puis, il y a aussi des recommandations qui ont une vocation plus générale, plus pérenne, qu'un avis qui porte sur un cas particulier. C'est toute la difficulté, effectivement, d'équilibrer la position de la CEPC entre les avis et la recommandation. Alors, déjà, la recommandation de 2020 annule et remplace la précédente qui datait de 2010. La CEPC avait déjà rendu une recommandation sur les MDD en 2010 qui était assez synthétique. Elle ne faisait que 2 ou 3 pages, qui était déjà très, très, très importante dans les principes qu'elle énonçait ou qu'elle rappelait, mais qui avait besoin effectivement sans doute d'être revisité, ce qui a fait d'ailleurs l'objet d'une première autosaisine de la CEPC, puisque la CEPC s'est autosaisie du sujet MDD juste avant le confinement, et donc ces travaux sont interrompus brutalement, et finalement c'est une saisine ministérielle de la fin du mois de septembre qui est venue remettre le sujet je dirais, d'actualité et dans des délais contraints, puisqu'on a été saisi par le ministre de l'Agriculture et la ministre déléguée à l'Industrie d'une demande de recommandation de bonnes pratiques en matière de MDD à produire dans un délai d'environ 2 mois, puisque ça datait de fin septembre et on nous a autorisé à réfléchir jusqu'au mois de décembre, date à laquelle on nous attendait pour une recommandation dont on nous disait qu'elle était importante pour comment dirais-je, calé avec le début des négociations commerciales annuelles, ce qui nous a fait un petit peu sourire, en tout cas en ce qui me concerne, puisque bien évidemment, ce que je vous dirai aussi tout à l'heure, de mon point de vue, les produits MDD ne sont pas soumis à la convention unique, ne sont pas soumis au cycle annuel de négociation commerciale des marques nationales sous l'égide des articles L441.3 et le cas échéant L441.4 du Code de commerce. Donc on avait effectivement une pression un petit peu je dirais plutôt politique d'ailleurs que technique et juridique. Les ministres souhaitaient avoir quelque chose pour le début du round des négociations commerciales 2021. Ils l'ont eu d'ailleurs, puisque la CEPC a rendu donc cette recommandation mi-décembre à peu près. Le contexte, dont évidemment, était politique, suite à 2 précédentes recommandations qui avaient été rendues en 2019 et début 2020. L'une sur les pénalités logistiques dans les relations entre distributeurs et fournisseurs. On reste toujours un petit peu, même si la CEPC a vocation à s'exprimer sur l'ensemble des activités commerciales, on reste quand même souvent dans un contexte grande distribution et grands industriels. Tout ça pour vous dire donc que le sujet donc a été débattu par des co-rapporteurs pilotés par le vice-président de la CEPC, 2 côtés industriels, 2 côtés distributeurs. Moi, je faisais partie des co-rapporteurs côté distributeurs, évidemment. Et donc, nous avons mené une discussion et nous sommes arrivés à une rédaction commune qui est celle que vous trouverez sur le portail et sur le site de la CEPC et à laquelle je vous renvoie pour une lecture plus approfondie. L'idée étant qu'on a quand même réussi à se mettre d'accord, puisque la CEPC fonctionne quand même à la base sur un principe d'unanimité. On ne vote pas à la majorité les textes ou les avis ni les recommandations. On se met d'accord à l'unanimité. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. S'il y a des points de blocage sur certains thèmes ou sur certaines rédactions, et bien on essaie de trouver des compromis. Et évidemment, c'est un bilan coût-avantage pour les uns et pour les autres, avec l'obligation quand même, surtout lorsqu'on a une pression ministérielle, de rendre un livrable de bonne qualité en temps et en heure. Donc, le travail, effectivement, a eu lieu dans un délai assez court, et effectivement, on a rendu cette recommandation dont nous espérons que les uns et les autres y trouveront matière à réflexion, sachant que, comme l'a dit le professeur Grimaldi tout à l'heure, la CEPC, les avis ou les recommandations de la CEPC ne sont pas contraignants, ils sont juste l'expression de l'idée que peuvent s'en faire non seulement les juristes, mais aussi les professionnels, puisque c'est une représentation de la plupart des professionnels du secteur économique que l'on retrouve dans la CEPC, et ces recommandations ou ces avis ont pour objectif de guider les professionnels, mais éventuellement d'inspirer les juridictions, quelles qu'elles soient,
sur un certain nombre de pratiques et sur leurs implications ou leurs conséquences juridiques. Voilà, donc sur le contexte particulier au MDD, effectivement, on est sur quelque chose qui est très particulier puisqu'on est quand même dans un circuit fermé. On vous le rappelait tout à l'heure, le produit MDD n'est pas censé être diffusé dans d'autres réseaux que celui ou ceux du distributeur qui les initie et qui les lance, et qui est aussi responsable de la mise sur le marché des produits, des MDD. C'est lui qui a la responsabilité du fournisseur, du fabricant au regard du consommateur, aussi pour expliquer le fait que l'article qui définit la MDD se retrouve dans le code de la consommation et pas dans le code de commerce. Donc, parmi les enjeux que l'on avait dans l'écriture de cette recommandation, un des sujets était effectivement de savoir si les produits MDD étaient soumis, une fois qu'on a dit ce qu'était un produit MDD, étaient soumis au droit de l'achat-vente et donc au droit des négociations commerciales annuelles des articles L441.3 et L441.4 du Code de commerce, avec évidemment en arrière-plan un enjeu de socle et de prééminence des conditions générales de vente du fournisseur et du cycle annuel ou pluriannuel de la renégociation. On sait tous très bien, en tant que praticien du droit, que les contrats MDD ne procèdent pas de la même logique. Un contrat MDD n'existe que parce que le distributeur a décidé, parce que c'est son choix, sa politique commerciale, de sortir, de lancer, de diffuser sous sa responsabilité un produit ou des gammes de produits MDD pour des raisons effectivement concurrentielles vis-à-vis de ses propres concurrents. N'oublions pas que certaines enseignes ont des parts de MDD qui se situent environ à 20-25% de leurs assortiments et d'autres distributeurs, d'autres enseignes qui font 100% de MDD, que ce soit en alimentaire ou en non-alimentaire. Donc vous avez effectivement des modèles économiques qui sont divers et variés et des motivations également entre distributeurs généralistes et distributeurs très très spécialisés dans la diffusion de leur propre marque. Donc il a fallu effectivement surmonter cet obstacle, puisqu'on avait quand même un certain nombre d'interlocuteurs du monde industriel, en tout cas ce que je ressentais en tant que représentant des distributeurs, qui ne voulaient pas renoncer à la possibilité, dans certaines conditions, d'envisager le fait qu'un produit MDD pouvait être conclu sous l'égide, ou moins sous le droit sous le droit de la vente, ce qui personnellement m'a paru toujours un petit peu compliqué au regard même de la genèse et de la définition du produit MDD. Donc on a essayé effectivement de définir tout ça par le prisme du contrat de fabrication, puisque sans parler de sous-traitance, le contrat MDD effectivement est un contrat par lequel un donneur d'ordre va demander à un professionnel qui a la capacité de le faire de fabriquer selon ses besoins et selon un certain nombre de spécifications qui lui sont propres, alors qu'elles soient techniques ou purement commerciales, ça la définition ne le précise pas, un produit sous la marque dont le distributeur est le propriétaire. Donc, pour résumer sur peut-être et mettre derrière nous le sujet de la convention unique, je ne dirais pas qu'on va sortir les MDD de la convention unique parce qu'elles n'y sont jamais rentrées. Et que c'est un droit, effectivement, une pratique contractuelle qui s'est développée, qui a effectivement ses points de repère, qui a sa jurisprudence, et on convient quand même d'une manière globale, et d'ailleurs, il n'a jamais été question, finalement, pour les participants à ce groupe de travail et à cette recommandation, d'envisager d'une manière générale ou particulière de soumettre les MDD à la rigueur et à la lourdeur des conventions annuelles. Ça, je crois qu'il y avait quand même un certain consensus sur le sujet. Il n'était pas question de jouer le match contrat d'entreprise contre contrat d'achat-vente en se disant que les MDD avaient peut-être la possibilité de passer de l'un à l'autre. Ça, je crois que le sujet a été fermé assez rapidement. C'est ce qui, de mon point de vue, ressort tant de la jurisprudence qu'on a pu citer, d'un certain nombre de dispositions de cette recommandation.
Alors après, effectivement, si on balaye le plan de cette recommandation, on rejoint d'ailleurs la présentation que vous avez pu avoir tout à l'heure. On part d'abord d'un état des lieux économique. La MDD, effectivement, c'est une pratique partagée dans tous les pays européens, en France comme ailleurs. D'ailleurs, la moyenne européenne est supérieure à la France, puisqu'en France, on est autour de 30-35%. La moyenne européenne est plutôt autour de 35-40%, avec effectivement évidemment des pratiques bien différentes sur le plan contractuel entre les partenaires et les États membres de l'Union. L'idée, donc le fil directeur de cette recommandation était de partir, donc une fois qu'on avait défini ce qu'était un produit MDD et qu'on avait essayé de clarifier la situation du support juridique du contrat relatif à la MDD, on a voulu en décrire pour pouvoir promouvoir de bonnes pratiques. Une fois qu'on a défini donc les critères cumulatifs et le support, on a voulu dérouler ce qui était le sens d'un développement de produits MDD, à savoir déjà l'expression du besoin et du souhait et de l'objectif du donneur d'ordre, du distributeur. Donc on l'a qualifié en faisant référence au support habituel, qui n'est pas forcément une notion juridique, le support habituel du cahier des charges, et donc qui va comprendre et qui va comment dirais-je, contenir l'expression des besoins et des caractéristiques recherchées par le distributeur. Alors cette expression, elle peut être effectivement très précise, ou elle peut être très vague, très diffuse. C'est toute la problématique des MDD, dont on pense qu'elles sont comment dirais-je, des produits qui copient ou qui veulent faire comme le produit de marque nationale auquel éventuellement elles veulent se comparer et auquel elles veulent faire concurrence. On sait bien dans toute la mesure du possible que un produit MDD aura forcément des caractéristiques différentes du produit à marque qu'il voudra éventuellement aller concurrencer, ne serait-ce que parce que ce ne sera pas le même, du moins que sa fabrication ne sera pas confiée au même professionnel, que les objectifs en termes de cible clientèle n'est pas forcément la même, de positionnement prix, de qualité ou de positionnement de l'emballage, que ce soit premium ou plutôt dans les gammes des premiers prix. Il y a un certain nombre de choses qui font que un produit MDD restera suffisamment distinct éventuellement d'une cible marque nationale, si c'est le cas, dans la mesure où de toute façon, si les produits MDD existent, c'est parce qu'il y a de la compétition et il y a une demande consommateur et que forcément, ils vont venir concurrencer à dessein ou pas forcément d'ailleurs à dessein, ça peut être en complément de gamme comme il a été rappelé tout à l'heure, pour répondre quelque part à la demande des consommateurs et pour fidéliser ces consommateurs à la marque, mais surtout à l'enseigne qui va diffuser les produits. Donc la CEPC a pu se positionner sur ce qu'est un produit, ce qu'est un contrat MDD. Après, elle en a déroulé le processus entre la négociation de gré à gré entre le distributeur et son fabricant, voire l'appel d'offres, l'appel à compétition entre plusieurs compétiteurs possibles, avec quelquefois plusieurs phases. On connaît que ce soit en matière, comment dirais-je, produits marchands ou produits non marchands, on sait qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des requests for information ou des requests for proposal, c'est-à-dire des appels au marché d'une manière générale. Et puis après, une fois qu'on a éventuellement testé ou interrogé le marché, on peut se rapprocher de ceux qui ont exprimé les plus vifs intérêts à participer à une compétition, un appel d'offres, parce qu'ils étaient présents et qu'ils considèrent que leurs capacités peuvent répondre à la demande de celui qui cherche à fabriquer un produit sous sa marque. Donc là, on a développé d'une manière consensuelle, comme je vous l'ai dit, avec des concessions réciproques sur les thèmes et sur la manière d'exprimer les sujets. Donc on a développé le processus de négociation sur les MDD pour arriver effectivement à une formalisation contractuelle avec un contenu
que vous pourrez trouver effectivement en lisant cette recommandation. Je vais vous en éviter la lecture in extenso, mais effectivement, on va trouver des modalités contractuelles particulières. On va parler effectivement de la formalisation de l'accord des parties, donc soit d'un commun accord suite à un appel d'offres ou dans le cadre d'une discussion de gré à gré. La durée du contrat est un sujet important. La CEPC a rappelé qu'effectivement, la conclusion d'un contrat annuel ne constitue pas par principe une modalité adaptée à la relation MDD, pour des tas de raisons, et parce que le développement d'un produit MDD, c'est long, les parties en présence, que ce soit le distributeur ou son fabricant, ne souhaitent pas forcément remettre en cause cette relation qui a nécessité des investissements assez important de part et d'autre, qu'elle se termine dans un délai court d'1 ou 2 années. En général, on privilégie les contrats longs en matière de MDD pour des raisons purement économiques. Donc, les modalités de fixation, de variation, de révision de prix, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, certains dispositifs du titre 4 font référence au MDD en ce qui concerne la clause de révision de prix ou le fait de devoir intégrer les indicateurs agricoles dans la détermination du prix des produits, y compris en MDD. Ces fameux indicateurs, donc, qui font l'objet d'ailleurs de lignes directrices dont je vous recommande la lecture sur le site de la DGCCRF, dont on sait, parce que je l'ai entendu, qu'elle sera particulièrement vigilante à leur application dans les négociations contractuelles à venir. Donc, outre la prise en compte donc, de ces spécificités liées aux produits évidemment agricoles et aux produits transformés à origine agricole, on peut aussi signaler donc le sujet de la volumétrie des produits MDD, puisque évidemment en fonction des volumes, enfin du moins le prix est fonction du volume et le volume est aussi fonction du prix, pour répondre à Cyril Grimaldi sur l'application ou pas de la coopération commerciale sur les produits MDD. Je pense que sur un produit MDD, un distributeur ne pourra pas vendre un service au fournisseur de produits d'un produit MDD. En revanche, que s'appliquent des conditions de réduction, en tout cas de remise en volume négociées entre les parties dans la mesure où il peut y avoir des mises en avant ou des opérations promotionnelles, cela peut se concevoir, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, la recommandation, puis après je vais repasser la parole, je dirais, à l'ensemble des participants pour pouvoir répondre aux éventuelles questions. Cette recommandation donc, a évoqué d'autres sujets comme les audits, les contrôles qualité, qui paye, qui doit supporter et qui doit les faire, qui en supporte donc le coût, des sujets de propriété intellectuelle, de communication d'information et de secret des affaires, bien évidemment, puisque chacun a ses secrets, le fabricant a ses secrets, le distributeur peut avoir les siens. Certains font appel d'ailleurs à des tiers pour formaliser un produit MDD et le concevoir et le diffuser. Les parties, l'un ou l'autre, peuvent faire appel à des tiers pour la conception, pour obtenir un savoir-faire particulier, pour être différenciant par rapport à ses concurrents, puisqu'évidemment, dans la MDD, vous l'aurez compris, il y a des produits MDD qui sont très peu différents finalement des produits de marque nationale dont ils sont les concurrents, et d'autres produits MDD, qu'ils soient premium, qu'ils soient bio, qu'ils soient ceci, cela, vont faire partie de la politique de différenciation de l'enseigne, en particulier vis-à-vis de ses propres concurrents. Donc, la CEPC donc, rappelle effectivement un certain nombre de choses, rappelle l'avis effectivement de 2018 sur le sujet. Le secret professionnel, effectivement, ça va dans les deux sens. Il faut effectivement envisager que les parties conviennent de conditions de confidentialité de leur relation. L'exclusivité ne fait pas débat quant à elle, puisque le fabricant est censé fabriquer exclusivement pour le compte du donneur d'ordre, du distributeur qui lui a confié je vais me répéter, la fabrication du produit en question.
On évoque aussi des sujets communs, évidemment, avec les autres produits, avec que ce soit les marques nationales ou d'autres produits tels que les produits agricoles ou encore les produits. Alors, peut-être juste un point, on a évacué du périmètre des NDD ce qu'on a qualifié de produits à marque blanche ou de produits réservés, dont effectivement la principale caractéristique est d'être commercialisé sous une marque qui n'appartient pas au distributeur. Pardon. Là encore, nous avons émis effectivement un certain nombre de recommandations. Et enfin, on termine sur la responsabilité et la garantie qui sont effectivement attachées aux produits MDD, puisque en tant que metteur sur le marché, le distributeur a la responsabilité du fabricant, le fabricant étant dans ce cas-là le sous-traitant, avec tout un tas de clauses et de dispositions contractuelles à convenir entre eux pour la qualité du produit MDD qui sera vendu sur les rayons du distributeur, puisqu'encore une fois, le fait de poser sa marque enseigne ou une de ses marques notoires en tant que distributeur sur un produit fait qu'on prend une responsabilité très importante vis-à-vis des consommateurs, puisqu'en cas de problème portant sur la qualité du produit, portant éventuellement sur, comment dirais-je, la responsabilité du fait du produit sur le consommateur, on imagine très bien les conséquences que peut avoir en termes médiatiques en particulier, une obligation de retrait, de rappel, une intoxication alimentaire lorsqu'elle porte sur un produit qui est un produit marqué de l'enseigne ou d'une marque notoire du distributeur et non pas du fournisseur. D'où effectivement un certain nombre de précautions et un certain nombre d'exigences du distributeur vis-à-vis de son fabricant lorsqu'il met en place la diffusion de produits à marque. Je vous épargnerai, pour ne pas être trop long, tout ce qui porte sur le recours à la médiation dans le cadre de la MDD, puisque finalement, ça s'applique également à tous les contrats qui peuvent être visés par la CEPC et donc à tous les contrats, on va dire, du commerce en général. Je terminerai donc en vous disant que j'avais noté effectivement quelques points supplémentaires. Donc l'absence de coopération commerciale, on l'a vu. Les indicateurs, on les a vus. Le contrat de fabrication, contrat d'entreprise, on l'a vu également. Il y a un sujet effectivement, alors je ne vais pas parler de la fin du contrat et de ce qu'a dit Cyril Grimaldi sur la fin du contrat en MDD par rapport à la fin des contrats qui ne sont pas des contrats MDD. Je suis d'accord avec son analyse. Outre le fait qu'effectivement, je pense que la Cour d'appel de Paris, à un moment, a sonné le tocsin au regard de la volumétrie des affaires qui pouvaient être engagées en rupture de relations commerciales abusives du fait du non-respect de l'ancienneté de la relation commerciale. On a pu constater à une époque, en tout cas au cours des années 2010, alors que ce soit en MDD ou dans d'autres circonstances, mais quand même souvent en MDD du fait de l'ancienneté de la relation commerciale et du doublement du délai de préavis, on a pu constater effectivement un certain nombre de positions opportunistes de certains, comment dirais-je, de certains auxiliaires de justice, que ce soit des avocats ou des mandataires judiciaires qui avaient quand même un peu tendance à aller systématiquement devant les tribunaux dès qu'il s'agissait de négocier la rupture d'une relation commerciale. Dans un certain nombre de cas, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un petit peu d'abus, on va dire, non pas d'une voie de droit, mais d'abus dans les circonstances qui déterminent la fin de la relation commerciale. Et peut-être que la disparition de cette obligation du double du délai normal pour les MDD est une conséquence, effectivement, de ces abus et peut-être aussi de la régulation du sujet, puisque sur comment dirais-je, la rupture des relations commerciales, il y a eu, et à ma connaissance, ils sont toujours applicables, un certain nombre d'accords interprofessionnels entre distributeurs et fournisseurs, justement sur ce sujet des délais à appliquer en cas de rupture des relations commerciales et en particulier dans le secteur des MDD. Voilà. Je vais repasser la parole peut-être, alors je ne sais pas, soit à mes co-présentateurs, soit à Isabelle qui pilote cette réunion. Isabelle.
Oui, alors merci déjà à tous les trois d'avoir tenu dans le créneau d'une heure de manière à ce qu'on puisse peut-être tout de suite enchaîner avec des questions des participants à cette réunion. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions pour Jacques, Cyril ou François-Luc? Alors Pascal, je ne sais pas si tu as pu nous rejoindre, si tu nous entends. Oui, je suis là, mais comme je suis en voiture, je coupe mon micro pour éviter le bruit de fond. Bon, alors, effectivement, donc, est-ce que toi, de ton côté, tu as des commentaires ou des questions, puisqu'il te revient quand même l'initiative de cette réunion et du thème. Alors, je vous précise, hein, on ne l'a jamais traité au sein de la commission, et finalement, à vous écouter, je me réjouis qu'on l'ait choisi. Et c'est un sujet quand même qui est très technique, qui est un peu ingrat, mais par ce regard croisé, ça nous a permis quand même d'avoir quand même un rappel des principes de la définition, de la jurisprudence. Ça, je trouvais ça extrêmement intéressant. Et l'actualité, grâce à ces recommandations relatives à ce guide de bonne pratique, fait que on a vraiment traité le sujet, je pense, en un temps record. Mais je ne doute pas qu'il y ait des questions quand même ou des commentaires. Alors, peut-être pour lancer le débat, j'aurais envie de rebondir et de dire, par exemple, à Jacques Olivier qu'on a eu à un moment une question dans le cadre des réflexions sur cette recommandation. À un moment, on nous a demandé si les contrats et les dispositions relatives au MDD pouvaient ou pas s'appliquer aux produits, aux marques des grossistes. Alors, il a été répondu à ce moment-là que les marques, les produits des grossistes n'étaient pas des MDD au sens de la définition d'une MDD, mais que les produits développés sous marque de grossistes pouvaient s'inspirer des recommandations sur les MDD. Telle a été la réponse qui a été faite à l'époque à cette question. Alors, il n'y était pas, mais je te le dis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Merci Jacques. Oui, je suis en phase avec ça. Merci de le rappeler. Bon, voilà. De la même manière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pu effectivement parler des marques réservées, des marques blanches, tout ça procédant quand même marque réservée, marque blanche par des offres du fournisseur qui dit à son distributeur j'ai la possibilité de faire ceci, cela, êtes-vous intéressé? Alors que par définition, MDD, c'est le process inverse, c'est le besoin, la demande du distributeur qui constitue, je dirais, le point de départ, le socle de la négociation et de la contractualisation. Pour essayer de mettre les choses d'une manière relativement simple. Alors moi, de mon côté, j'ai quand même noté une espèce de désaccord entre ton approche, Jacques, et celle de Cyril sur la coopération commerciale. Est-ce que Cyril, on vous a convaincu ou pas? Écoutez, non. Non, parce que pour moi, les remises volumétriques, c'est tout à fait autre chose. D'ailleurs, lorsqu'on conclut une convention unique, on a et des remises volumétriques et de la coopération commerciale, ce qui montre que l'un n'est pas une alternative à l'autre. Je comprends que la coopération commerciale ne soit pas naturelle pour des produits sous marque des distributeurs, mais encore une fois, il n'est pas question de dire qu'en faisant de la coopération commerciale, on doit conclure une convention unique. On est bien d'accord. Hein. J'acquiesce. Hein. Oui, bien sûr. Moi, oui. Je pense qu'on n'est pas en désaccord. Hein. Oui, point de vue différent, on va dire. Voilà, pour moi, la coopération commerciale a toujours été un catalyseur des ventes et donc nécessairement un catalyseur de commandes. Et je ne vois pas pourquoi. Imaginons que pour telle gamme de produits, je ne sais pas, j'ai deux marques MDD, deux fournisseurs MDD, il y en a un que je vais mettre en avant par rapport à l'autre. Et ce faisant, j'ai plus de chances de vendre et donc a priori de lui commander. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas concevoir de la coopération commerciale. D'ailleurs, peut-être autrement nommée, parce que coopération commerciale, ça fait évidemment penser à convention unique. Voilà, c'est ça. Ah, non, d'accord. Donc on est d'accord. C'est juste le mot. Il y a collaboration commerciale, numérique, et puis
contrat de coopération commerciale. Mais je sentais bien que dès lors que j'allais évoquer de près ou de loin la convention unique, je susciterais… Non, mais donc on est d'accord, on est d'accord. On est d'accord, et effectivement, cette recommandation, elle mérite. Alors, contrairement à un avis précédent de la CEPC en 2015, de dire le produit MDD, par définition, procède d'un processus et d'une contractualisation qui est la contractualisation d'un donneur d'ordre à son fabricant, quelle que soit la relation, que ce soit de la sous-traitance, de la collaboration à un niveau plus ou moins intégré. Ce n'est pas l'expression effectivement de l'offre d'un fournisseur qui va développer sa marque auprès d'ailleurs de ses différents distributeurs, de ses différents canaux de distribution, alimentaires, RHF, etc. Encore une fois, le fournisseur qui développe une MDD, peut-être pour reprendre un petit peu à rebours ce que nous en a dit tout à l'heure Cyril, et peut-être pour le relancer également le débat, je mettrai en avant les choses suivantes. C'est vrai que le fournisseur, effectivement, en parlant de dépendance, puisqu'on était tout à l'heure sur la notion de dépendance, c'est vrai que les MDD, en tout cas en France, c'est quelque chose qui fait quand même beaucoup travailler le tissu des PME françaises, qui sont d'ailleurs de ce fait, qui deviennent les concurrents des marques nationales, et on peut supposer effectivement qu'il y ait une compétition entre ceux qui décident de développer leurs produits avec leur propre marque et qui donc vont investir dans du marketing, vont développer des forces de vente, vont effectivement faire de la recherche et du développement en compétition avec les autres marques de leur secteur, les autres fournisseurs, pour arriver à être diffusés dans le maximum de réseaux de distribution et dans les meilleures conditions. C'est vrai que le fabricant de MDD, lui, va s'économiser tous ses efforts de marketing, de publicité, de force de vente, etc. Soit parce qu'il n'en a pas les moyens à l'origine, et quelque part, ça lui permet quand même de travailler sans pour autant faire des investissements qu'il n'aurait pas d'ailleurs les moyens de faire, ou plutôt réinvestir dans son seul outil de production, et donc choisir de travailler avec le distributeur qui, lui, effectivement, pour la plupart des distributeurs en tout cas, n'a pas d'usine en propre, sauf certains d'entre eux. On sait que, par exemple, Intermarché a beaucoup développé la verticalité de sa filière et à ses propres usines, ce qui est le cas de quelques-uns, mais la majorité des distributeurs ont besoin de fabricants, de fournisseurs de MDD, et font appel au marché et à ceux d'entre eux qui sont disponibles pour fabriquer de la MDD. Alors évidemment, certains refusent de fabriquer de la MDD parce qu'ils préfèrent se consacrer à leur propre marque. Certains, comme il a été rappelé tout à l'heure, font en même temps de la MDD et leur propre marque nationale. Et donc là, quelque part, je ne sais pas où est l'intérêt, où est le bénéfice et qui en profite le plus, mais ça peut être aussi enrichissant pour le distributeur de travailler avec un fournisseur qui, parallèlement, fait de la marque nationale, et inversement, pour le fournisseur qui fait en même temps de la marque nationale et MDD, de mieux se positionner dans son marché par rapport à ses produits et ses propres concurrents. Donc tout ça fait que la notion de dépendance, je dirais, est quand même assez relative, et qu'on peut y trouver. Enfin, je pense que dans la relation MDD, tout le monde peut y trouver son intérêt. Alors, je ne vous cache pas que je trouve, et j'en ai pas non plus forcément tous les tenants, les aboutissants, il m'a semblé que la position la décision de l'autorité de la concurrence, en particulier lorsqu'elle parle de MDD avec des contrats courts, ne semble pas forcément refléter la situation de la MDD, sauf pour des cas très particuliers de produits très massifiés sur des produits basiques. Effectivement, là, on peut retrouver des synergies quantitatives qui d'ailleurs ont été effectivement un petit peu recadrées par l'autorité de la concurrence, qui a considéré qu'à partir du moment où des distributeurs développaient une politique de produits MDD, c'était pour se différencier de leurs concurrents et pas forcément pour se rapprocher avec eux sur le même sujet. Enfin, je caricature un peu, mais c'était aussi
un petit peu les tenants et les aboutissants, en tout cas de la réflexion de l'autorité de la concurrence sur le sujet. Alors, je ne sais pas si à ce stade, mon propos évoque des questions ou des remarques ou des contestations éventuelles. Annabelle, hello. Oui, ça serait bien que Annabelle puisse réagir si elle nous entend. Oui, je vous entends. On ne te voit pas, mais on t'entend. Oui. D'accord, je mets la caméra. Ah, non, nous, c'est vrai que le MDD, on y est Cora, pour préciser à tout le monde. Oui, Cora, oui. Oui. C'est un vrai sujet qui est dans l'air du temps au niveau des différentes recherches et des études stratégiques qu'on peut avoir en cours par rapport au positionnement sur le bio, les nouveaux produits, les notations. Donc, on est en train de revoir toutes nos recettes pour pouvoir améliorer nos cotations vis-à-vis des différents organismes du type UCAS. Donc, c'est un vrai sujet. Les recommandations de la CEPC sont tombées à point nommé, hein, comme tu disais, Jacques, juste avant qu'on puisse lancer nos négociations commerciales pour 2021. On a vu de toute manière avec la crise sanitaire un vrai engouement aussi des clients pour aller vers les produits de marques de distributeurs où on a pu où le travail sur les prix était plus simple que par rapport à des produits de marques fournisseurs où là, la comparaison des prix est beaucoup plus simple que pour des produits à marque MDD. Mais c'est vrai qu'après, au niveau de la formalisation des contrats, donc nous, on est pareil, on est sur des contrats d'entreprise avec un cahier des charges, des recettes qui sont fixées et tout un contrôle qui est fait par nos différentes centrales. Peut-être juste une petite intervention. Effectivement, je comprends hein, la frilosité, voire l'inquiétude de certains fournisseurs qui disent bah oui, mais dans la relation MDD, on est obligé de dire des choses qu'on ne voudrait pas dire, qui sont protégées par le secret des affaires, en particulier sur la construction de notre prix, ce qu'on met dedans, ce qu'on ne met pas dedans. Et effectivement, il faut pouvoir préserver une part, je dirais, qui ne regarde pas le distributeur dans la construction du prix d'achat et de la constitution du prix du produit MDD. Ce qui est le cas, quand bien même, le fait étant que le distributeur ayant d'autres références sur le marché, d'autres produits MDD, voire d'autres relations avec d'autres partenaires, on arrive quand même rapidement à savoir exactement, à avoir une analyse de la valeur assez fine. Et tout ça va être un petit peu renforcé par l'obligation d'intégrer les indicateurs agricoles, etc., pour des raisons de transparence, là encore, dans les contrats. Donc, quelque part, je dirais, avec cette transparence imposée par les indicateurs, le mieux est l'ennemi du bien, et ceux qui voudraient garder un certain secret, un certain mystère dans la construction de leur prix, vont être obligés quand même, là aussi, d'avancer et de se positionner par rapport à quelques obligations légales complémentaires et récentes. D'ailleurs, sont très, très compliquées à mettre en œuvre, entre parenthèses. Mais encore une fois, là, on reste dans le domaine alimentaire, alors que la MDD, effectivement, dépasse le domaine alimentaire. Hein. Il y a de la MDD dans toutes les enseignes alimentaires, mais il y en a aussi chez Decathlon, chez Boulanger, dans toutes les bonnes enseignes que je ne citerai pas, qui ont des marques, ont leur propre marque, qu'elles diffusent soit en partie, soit totalement. Je parlais tout à l'heure, par exemple, Picard ne fait que de la MDD. Lidl, Aldi, qui sont des acteurs très importants en France, venant d'Allemagne, font 80-90% de leurs produits en MDD. Alors que le taux sera dans la moyenne pour les grands distributeurs de type Carrefour, Cora, Casino, Auchan, Lee, etc. On n'a pas entendu Gilles. Gilles, es-tu là? Oui, il est là.
Gilles, oui, je suis là. J'ai trouvé vos interventions très intéressantes, comme d'habitude. Non, je n'ai ni question ni quoi que ce soit ajouté, mais effectivement, comme l'a dit Isabelle, le sujet a été remarquablement bien traité et je vous félicite, et notamment toi, Jacques. Voilà. Et ça n'exclut pas pour Cyril et les autres intervenants. On t'entend mal. Je dis, ça n'exclut pas la qualité des autres interventions. Ah, mais évidemment, évidemment. Évidemment. Moi, j'avais peut-être une question pour toi, Jacques, rapidement, s'il reste quelques minutes. Et, en fait, tu as dit que la DLC avait donc réagi sur la durée du contrat. La DLC plutôt sur des contrats courts, c'est ça? Mais non, je dirais dans ses motivations. Dans ses motivations. Qui ont été reprises d'ailleurs dans les slides de Cyril, où c'est François Luc qui les citait sur la fin, je ne sais plus. Et effectivement, les services de Stanislas Martin, puisque ce sont eux qui ont rédigé ça, disaient effectivement, les contrats MDD, c'est des contrats courts. Non, ce n'est pas des contrats courts. Justement, la relation MDD a ceci de différent, de mon point de vue, avec la relation en marque nationale, c'est que par définition et pour des raisons aussi de rentabilité, elle est beaucoup plus longue dans la durée, ne serait-ce que pour rentabiliser les investissements préalables au développement et au lancement du produit MDD. Alors, un produit MDD, c'est comme tout produit, hein. Il y en a qui marchent et puis d'autres qui ne marchent pas. Et au bout de 6 mois, c'est fini, on s'est rendu compte qu'on s'est planté et il va falloir arrêter le produit et repartir sur autre chose ou le modifier, ou modifier la recette, ou modifier la présentation, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez permanent. Et en même temps, je vous disais tout à l'heure qu'en matière de MDD, effectivement, comme le disait Cyril, les règles ont changé dans l'appréciation de la pratique restrictive de concurrence, de rupture brutale des relations commerciales, avec la modification de l'article correspondant par nos amis de la DGCCRF à l'occasion de la réécriture du titre 4 en 2019. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Cyril, outre le fait qu'il en a parlé, et je suis entièrement d'accord avec son analyse que je partage. Voilà, alors peut-être est-ce le seul point du titre 4 dont on peut considérer qu'il a eu une incidence assez forte depuis 2019 au regard de l'application d'Egalim, quels que soient les produits, hein, puisque Egalim s'applique y compris sur les produits MDD. En particulier, on parlait des promotions. Les promotions sont limitées tant pour les produits à marque nationale que pour les produits à marque de distributeur. Donc l'effet est à peu près le même. Encore une fois, les produits MDD sont des concurrents des produits à marque nationale parce que les rayons ne sont pas extensibles et que les commerçants doivent faire des choix pour savoir ce qu'ils vont présenter à leurs clients dans le mix produit pour la contribution à la marge et à la rentabilité du rayon, du magasin et de leur entreprise. Donc, tout ça, ce sont des stratégies effectivement à plusieurs étages. La MDD y participe, bien évidemment. Et hormis cette remarque… Question, mais… oui. Allez-y. Petite question, c'est Pascal. Petite question plus côté… les effets justement de cette suppression du doublement de la durée du préavis, est-ce qu'on en a déjà vu des effets au moment des saisines en télécom qui ont eu lieu sur cette année? Même si l'année est un peu spéciale dans plein d'effets. Mais est-ce que justement, alors je ne sais plus quand sort l'observatoire de la fac de Montpellier sur les saisines, mais ça serait intéressant de le regarder, de voir s'il y a eu un effet justement diminution qui pourrait démontrer qu'il y avait effectivement une tentative avec plein de guillemets d'extorsion sur l'enjeu de la rupture et du doublement du préavis. Alors, moi, je peux peut-être dire un mot là-dessus. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'observation, de différence, mais il est encore un peu tôt, puisque, comme vous le savez, la disparition remonte à la réforme d'avril 2019, ce qui finalement est assez récent. Ce que je crois, c'est que s'il y a une disparition de la disposition légale, ça c'est certain, le juge garde toute latitude pour rétablir, s'il le souhaite, au cas par cas. Cette fois-ci, au cas par cas.
et pourquoi pas rallonger le délai dans la mesure du double, par exemple. Mais ce sera au cas par cas, ça devra être motivé, ça devra être argumenté, ça devra correspondre à une logique bien spécifique. Et ce ne sera pas, comme autrefois, de droit. Oui, on n'est pas percé, on est dans la démonstration d'une motivation. Mais il peut y avoir un effet de désemplissage ou de diminution de la surreprésentation de la demande, du fait que justement, ça soit un peu plus difficile. C'était voir si on avait déjà les premières mesures, parce que avril 2019, c'est bientôt dans 2 ans. C'est bientôt 2 ans. Donc, les premières saisines sur ce motif-là, ou le volume des saisines sur ce motif-là, aurait pu être intéressant à regarder s'il y a une diminution ou si ça reste équivalent. Si je peux intervenir une seconde, donc Gilles, je m'attends personnellement à ce qu'il y ait des divergences d'appréciation entre le TECOM de Paris et la Cour d'appel. Le TECOM actuellement se désolidarisant de prise de position de la Cour d'appel de Paris pour l'évaluation des préjudices. Mais je voulais revenir, tu me demandais, Jacques, si j'avais des observations ou autres à formuler. Il y a une chose que je trouve bonne, spécialement bonne, et je parle en ma qualité de médiateur, dans la recommandation qui est faite, c'est qu'on ne parle pas trop du médiateur de l'entreprise qui a tendance naturellement à se référer au texte du Code de commerce, ce que ne fait pas normalement un médiateur habituel. Voilà. Okay. Non, mais pour toi, c'est quoi? C'est plutôt bien? J'ai pas compris. C'est plutôt bien. Oui, c'est plutôt bien, c'est ça. Oui. Voilà. La médiation est un instrument qui doit laisser énormément de liberté aux parties et sortir du texte de loi. Et les initiatives les plus récentes en matière de médiation, les initiatives institutionnelles, sont souvent malvenues parce qu'elles enferment les entreprises dans des carcans pour lesquels la médiation n'a pas été étudiée. Voilà. Oui, bah, tu te réfères effectivement à la dernière partie du dernier point, recommandation, du dernier point. Oui, oui. Oui, alors qui a été une dernière partie qui a été inspirée, effectivement, on a été inspiré par notre vice-président de la CGT, Daniel Tricot, qui aime beaucoup la médiation. Absolument, et qui a sans doute une vision de la médiation plus large que le médiateur de l'entreprise. Et quand je parle de médiateur de l'entreprise, c'est la médiation institutionnelle, c'est Pelouzet du ministère des Finances. Oui, bah Pierre Pelouzet, il a eu d'autres chats à fouetter, on va dire, en 2020, avec toutes les histoires relatives effectivement au PGE, à tout ce qui était incidence du Covid sur les contrats, et il a été largement sollicité sur ces sujets, ça je le sais. Mais effectivement, il y a une différence entre l'approche du médiateur institutionnel des entreprises. Il y a aussi un médiateur d'ailleurs des relations commerciales agricoles, Francis Amand, que certains connaissent ici, qui fait la même chose pour les relations contractuelles et commerciales, mais un peu plus à l'amont. Mais tout le monde peut être concerné, en tout cas tous ceux qui travaillent dans le secteur agroalimentaire, y compris les distributeurs. Donc il y a des médiateurs nationaux, des médiateurs institutionnels, des médiateurs liés au mode alternatif de règlement des litiges que sont les médiateurs privés, les médiateurs qu'on trouve en entreprise. Pour déborder, vous avez aussi la médiation de la consommation d'un autre côté. Il y a aussi des médiateurs, mais là on entre sur un autre sujet, quoique le droit souple, finalement, certains disent le droit mou, mais je préfère effectivement le droit souple, prend de plus en plus de place dans nos institutions, nos organisations, et peut-être effectivement dans le règlement des différends ou des contentieux. D'ailleurs, maintenant, pour saisir un juge, n'est-ce pas, il faut démontrer qu'il y a eu une tentative préalable. Alors, peut-être pas de médiation, mais au moins de négociation, de discussion. Gilles, Oui, absolument, je confirme. Je confirme, et le juge peut radier une affaire s'il n'y a pas eu de tentative. Donc ça va aujourd'hui très très loin.
oui, la médiation, surtout en matière de distribution, à mon sens, elle a un intérêt fondamental, c'est de permettre de maintenir ou de renouer des relations entre les parties, entre des gens qui sont condamnés à travailler ensemble, sans qu'il y ait un gagnant et un perdant. Voilà. Alors en période de Covid, c'est d'autant plus important, mais la médiation en période de Covid a aussi été instrumentalisée, donc on n'en sort pas. C'est la conjoncture. Très bien, mais écoutez, je vois qu'il est 13h30. Je pense que nous pouvons en rester là. En vous remerciant encore une fois, François-Luc, Cyril et Jacques, merci. En fait, on a maintenant au moins un guide qui a le mérite d'exister, hein, et qui est à jour. Donc, on va suivre, voilà, on va suivre les réactions, voilà, parce qu'il y en a peut-être à venir aussi par rapport à ces recommandations. Encore une fois, ces recommandations, ce n'est pas l'état du droit, c'est juste une négociation entre professionnels qui a donné lieu à un consensus qui juridiquement nous paraît tenir la route quand même, après il faut voir, et qui permet en tout cas d'être une base, de servir de point de repère pour, à destination et au service des professionnels pour les inviter quelque part effectivement à ce que les choses se passent bien, puisqu'évidemment une bonne pratique, comment dirais-je, rend les relations commerciales, on va dire, heureuses pour tout le monde. Des mauvaises pratiques, de toute façon, c'est toujours perdant-perdant et on en a pour son argent. Juste un dernier point, la CEPC donc, a rendu sa recommandation sur les MDD en décembre, elle en avait rendu une autre recommandation au mois de juillet dernier, donc sur l'impact du Covid sur les contrats commerciaux, je ne sais plus comment c'était libellé, une l'année précédente sur les pénalités logistiques, et il semblerait que dans les prochains mois, on ait encore à travailler, du moins les ministères fassent encore appel à la CEPC sur d'autres sujets. On va attendre que tout ça se décante. Prochaine réunion de la CEPC le 11, je crois, le 11 février. On en saura plus pour ceux qui participent, et de toute façon, nous sommes au sein de cette commission le relais et comment dirais-je, le point de renseignement, s'il le faut, pour les membres de cette commission au regard des activités de la CEPC, bien évidemment. Voilà, et merci aussi pour les slides que nous transmettrons avec votre accord. Je pense que nous l'avons aux membres de la commission, qui, je pense, seront très contents d'avoir un support qui résume véritablement bien l'aspect historique, le contexte, la jurisprudence, et les problématiques, et tout ça dans le contexte des relations industrie-commerce. Donc, merci à tous, et puis au plaisir de vous revoir dans pas longtemps, si possible en présentiel, on le verra. Nous n'avons pas encore déterminé le sujet ni la date de la prochaine commission, mais on vous recontactera. Et je ne sais pas, Pascal, si tu m'entends, mais en tout cas, que ce soit à Pascal ou à moi, vous pouvez tout à fait nous envoyer vos sujets si vous souhaitez que nous traitions d'un point particulier à la prochaine occasion. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci également. Merci à tous.